Ce sont les magiciennes masques, mangeuses de cœur dans le pénitentiel de Burkhard de Worms. Pourquoi avez-vous choisi ce texte? Parce que d'abord, c'était un des textes que Georges Duby avait utilisé pour montrer la peur. Et il avait réimaginé le chevalier se couchant le soir près de son épouse et se demandant si, au fond, au petit matin, elle ne lui avait pas dérobé son cœur. Bon, sur une figure de style. Mais, et aussi parce que je pense que Burchard, évidemment, je ne suis pas le seul à le penser, a réutilisé. Tous ces canonistes remploient des textes. Et je pense que ces textes datent de la mission bonifacienne, la plupart. Pas tous, mais la plupart. Et donc là, pour le coup, la mission bonifacienne, elle est au début du processus qui va conduire à l'écrasement progressif, au refoulement de ce type de magie dans le personnage de la sorcière bien connu des époques ultérieures. Nous revenons donc plus en détail à ce moment capital qu'est le moment carolingien et à l'institution de ce que vous appelez l'augustinisme matrimonial. Alors, vous expliquez l'expression, et puis Régine Legendre nous dit ce qui s'est passé. Oui, j'ai calqué une expression qui, paraît-il, n'est plus à la mode, mais que j'aimais bien, parce qu'elle plaisait beaucoup à Jean-François Le Marinier, qui aussi était l'un de mes maîtres. Et l'augustinisme politique, qui est peut-être un raccourci audacieux, mais qui consistait à dire au fond que nos théoriciens carolingiens, qui Dieu sait citent Saint-Augustin, parfois même comme Raban-Mort, ils font plus que de le citer, ils le recopient par pages entières, sont des gens qui ont tout de même une vision de Saint-Augustin pas très dialectique. C'est-à-dire que là où Saint-Augustin pensait qu'il y a deux cités, que l'une de ces cités doit être inspirée par l'autre, dans la mesure du possible, car ce monde est mauvais. En tant qu'ancien manichéen, il avait des idées là-dessus. Nos théoriciens carolingiens pensent que l'utopie doit être réalisable, ou sinon totalement, du moins en grande partie, et qu'il faut se mettre tout de suite en devoir de la réaliser par des méthodes souvent un peu musclées, nous dirions aujourd'hui. Et donc, ils appliquent l'augustinisme, ils font, c'est ce que Monseigneur d'Arquillère avait voulu dire, je pense, ils font une application immédiate, qu'on peut appeler politique si on veut, même si le mot est un peu anachronique, de l'augustinisme. On va réaliser maintenant, ici, la cité de Dieu, par l'empire, par notre empire rénové des Romains. Et je crois que, autant, on ne peut pas dire qu'ils y aient vraiment réussi, enfin je ne sais pas, Régine Legendre nous le dira, s'ils ont vraiment réussi. Moi j'ai un peu l'impression que ce qui a réussi, peut-être pas comme ils le souhaitaient, mais d'une certaine façon, c'est aussi la mise en œuvre, mais immédiate et sans nuance, d'une théorie qu'avait faite Saint-Augustin pour expliquer la nécessité d'un peu plus d'endogamie. Il avait dit, l'idée charmante de Saint-Augustin, c'est qu'on aime forcément dans la famille, ce qui prouve qu'il avait un bon fond, et donc, au fond, il est inutile, le mariage et l'amour doit être une façon d'étendre la charité hors de la famille, de la faire encore pénétrer plus avant, plus loin. Ouais. Et ce qui ne voulait pas dire du tout pour lui à caractère endogamie. Mais il ne voulait sûrement pas dire qu'il fallait une hyper-exogamie. C'était pas il défendait la possibilité d'interdire la cousine germaine, ce qui était même très modeste dans ce texte. Et évidemment, nos théoriciens le lisent et décide aussi pour d'autres raisons, peut-être d'alliance avec certains groupes aristocratiques, décide de le mettre en œuvre. Mais comment interdire jusqu'à... Voilà. Alors, Régine Legendre, qu'est-ce qui se passe au IXe siècle? Alors, ce qui se passe au IXe siècle, je pense que c'est ce que Jean-Pierre vient de dire, c'est-à-dire la volonté, je dirais, de mettre en ordre la société. Il y a un désir profond d'ordonner la société à l'époque carolingienne, et l'ordonnancement de la société qui doit se définir comme étant une société chrétienne passe par la cellule fondamentale de la société qui est la famille. Et on veut définir cette catégorie de chrétiens et qui est en même temps de fidèles de l'empereur comme celle qui n'est ni moine ni clerc, comme une société de gens mariés et de gens mariés selon les canons de l'Église. Et il y a donc cette volonté profonde de contrôler le mariage, donc de contrôler la sexualité, qui est le moyen de contrôler la société. Et à partir de là, eh bien, on met en œuvre toute une série d'interdits, mais en même temps
toute une série de réflexions sur le mariage, parce que je pense que les deux vont ensemble. Et qu'il n'y a pas seulement les interdits, là je crois que c'est Pierre Toubert qui l'avait montré, mais également une pastorale du mariage qui tente à contrôler en profondeur la société. Alors, ça passe par une exogamie que l'on peut appeler démesurée, et le tout est de s'interroger sur cette extension considérable de l'interdit. Parce que les textes très significatifs que nous allons lire à nos auditeurs dans un instant sont des textes qui fixent les limites de l'inceste et donc de l'interdit, et ces limites sont presque démentielles, puisque, en définitive, on en arrive à la 7e génération. C'est-à-dire que je suppose qu'il y avait peu de mariages qui ne soient incestueux, étant donné cette définition. Mais ça, je crois que j'ai peut-être un peu forcé le trait, mais il me semble que Régine l'avait montré, justement. C'est le rapport entre cet interdit maximale, peut-on dire, et la formation d'une aristocratie d'empire, pour reprendre le terme de nos collègues allemands, mais enfin, on peut le dire en français aussi, c'est-à-dire d'une classe très spécifique, très supérieure, peut-on dire, et on peut risquer l'anachronisme international, enfin, impérial. Oui. Il y a une chose qui est très intéressante aussi dans votre ouvrage, Georges Duby bien entendu aussi l'avait dit, c'est la question de hiérarchie sociale et de différence sociale dans ces comportements, ce qui montre que à plusieurs chefs, cette histoire est aussi une histoire sociale en profondeur. Alors, nous écoutons, si vous le voulez bien, 3 extraits des plus significatifs de ces conciles. C'est le concile de Meaux qui est le plus, je ne sais comment dire, agressif. Concile de Mayence, 813. Nous interdisons que personne ne s'unisse plus en mariage à la 4e génération, là où après l'interdit on trouvera cela fait, qu'on sépare. Concile de Worms, 868. Pour l'union des fidèles, nous ne déterminons pas le nombre des générations, mais nous avons décidé qu'il ne soit permis à aucun chrétien de recevoir une épouse jusqu'à temps que la génération est rapportée et connue et jusqu'où la mémoire la retient. Alors, vous l'avez déjà évoqué, ce modèle, il ne s'agit pas seulement de le définir, de le défendre par des interdits, il faut qu'il soit appliqué. Et la première catégorie à laquelle ces textes s'adressent, c'est la catégorie monarchique. Le roi devient, s'il ne l'était pas auparavant, un modèle matrimonial, et derrière lui, l'aristocratie que vous avez évoquée se comporte également sur le modèle du roi. Alors, Jean-Pierre Pauly, vous pouvez dire un mot de la sexualité de Charlemagne ? Oui, encore que je crois que Régine le ferait tout aussi bien que moi. Alors mieux. Enfin non, mais sans vouloir me... Enfin là, j'ai beaucoup pris à ses travaux, et derrière elle, il y a toute une littérature tout à fait impressionnante sur justement la noblesse carolingienne, la volonté, la Königsnähe, se rapprocher du roi à toute force, donc caser des filles, des femmes dans le lit du roi, avoir la pluralité des épouses, enfin là, tout ça c'est tout de même... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, de toute façon, à partir au moins de l'époque carolingienne, la famille royale et le sang royal, en quelque sorte, deviennent l'essentiel. Et tu as montré qu'il y avait comme une espèce de fluide qui irriguait encore que les Carolingiens contrôlent de très près le mariage de leurs filles, justement pour ça, hein, et interdisent la plupart du temps les mariages de leurs filles. Ce que je voulais vous faire dire plus précisément, c'est que en dehors de la légende qui s'est formée sur le péché de Charlemagne, qui était un véritable péché d'inceste, puisqu'il aurait été commis avec sa sœur. Il y avait le fait que Charlemagne est encore, on ne peut pas évacuer le mot, il est polygame. Oui, je crois que plusieurs historiens l'ont reconnu. Peut-être une forte minorité, dirions-nous. Enfin, n'hésite pas à insister là-dessus, oui. Et alors, on pourra trouver dans votre livre cette évolution autour du nouveau modèle
de la royauté carolingienne, puis en Gaule, France capétienne, avec les problèmes que soulèvent des rois comme Robert le Pieux ou, au bout du compte, Philippe Auguste, jusqu'à ce que Louis VIII et surtout Saint-Louis fassent rentrer le modèle royal dans le modèle général. Notons, vous reprenez, je crois, une remarque très importante de Georges Duby. Nous parlions des différences de comportement selon la hiérarchie sociale, et Georges Duby, voilà, au IXe siècle en particulier, la fraction quasi définitive entre les guerriers et les paysans. Et je pense que c'est là quelque chose de très important pour la compréhension de la société médiévale. Oui, on pourrait même penser, il me semble que si on comparait la mise en œuvre de l'interdit à l'époque carolingienne, je crois que là nous voyons un petit peu qu'il est fait pour les gens bien, si l'on peut dire, pour la couche supérieure de l'aristocratie. Et si nous comparons la même remise en œuvre, car il s'agit d'une remise en œuvre et d'une extension d'application de l'interdit à l'époque de la réforme grégorienne, avec Pierre Damien par exemple, je crois que là nous voyons que l'interdit s'incarne véritablement dans des populations qui ne sont plus aristocratiques. Et là, on est moins bien placé pour en voir Il est probable qu'il ne s'applique pas mieux, d'ailleurs. Mais on se met à penser qu'il est fait pour tous. Alors qu'avant, on admettait, je pense, surtout avec la version de Worms qui a été lue, pour autant que la mémoire s'étende. Donc, quand on n'est pas noble, on n'a pas de mémoire, donc on n'a plus de problème d'interdit. Et puis, il y a les travaux, justement, sur de Jackman que j'ai remployé. On voit très bien comment, à certaines l'empereur utilise l'interdit pour démolir certaines grandes familles qui le gênent. Bon, là, on restait dans un milieu, je dirais, de Reich aristocratie. Tandis que quand nous arrivons à l'époque grégorienne, voilà qu'on va dire que c'est fait pour tout le monde. Et ça débouche, évidemment, sur cette application. Ou alors on retrouve la thèse de Jack Goody, mais je pense qu'elle a sa vérité à partir de cette époque. L'Église, disons une vision un peu manipulatrice de l'Église, mais pour le bien, naturellement, ratione peccati, qui fait que le pape peut accorder des dispenses ou non. Mais alors, c'est autre chose. Vous êtes déjà engagé dans la discussion que je souhaiterais pour terminer cette émission, c'est-à-dire les nouvelles structures à l'intérieur desquelles fonctionne ce nouveau modèle au XIe ou XIIe siècle, avec deux grands événements, on peut dire, et je vous suis d'ailleurs, d'une part, la construction de ce que l'on a appelé la féodalité, et d'autre part, l'évolution de l'Église et la mainmise, en quelque sorte, de l'Église sur la société, comme vous l'avez déjà dit, en raison du péché, formule qui justifie l'intervention de l'Église, et en particulier de la papauté, très active dans cette période. C'est la réforme grégorienne, vous l'avez dit, Grégoire VII n'est que le plus actif de tous ces pontifes, mais la papauté est très à l'œuvre, et par conséquent, est-ce que vous pourriez résumer pour nos auditeurs les modifications qu'apportent ces deux grands et longs événements? La féodalité. Alors, féodalité, vous la définissez que c'est le passage de la parentèle au lignage.